Le contenu qui suit a été produit grâce à Vinstache la boutique. La livraison est offerte des 6 bouteilles et c'est cette boutique qui m'aide à produire en totale indépendance le genre de vidéo que voici. Bonjour à tous, c'est Loïc Geoffroy de Vinstache et bienvenue à vous pour ce tout nouvel épisode de Buveur d'étiquette. Un buveur d'étiquette étant un terme un brin péjoratif de notre industrie, visant à désigner le soi-disant grand monsieur du vin qui ne jure que par la rareté et la valeur pécuniaire d'une cuvée. Et aujourd'hui, pour ce second opus, on va déguster de très grands crus de Sauternes issus du mythique millésime 1990. Alors, en guise d'introduction, je vous dirai que je ne vous referai pas tout le laïus sur Sauternes pour une raison très simple, qui est que je vous en ai déjà longuement parlé lors d'un épisode idoine au doux nom d'Il faut sauver le soldat Sauternes, et que je l'évoquais encore il y a 1 an et demi lors de ma vidéo consacrée à Ikem. Mais dans les grandes lignes, pour ceux et celles qui auraient la flemme de regarder mes précédents travaux, sachez que les Sauternes sont de très grands blancs liquoreux nichés au cœur du vignoble des Graves. Pour obtenir l'AOP Sauternes, ils ne peuvent être produits que dans 5 villages que sont Sauternes, sans déconner on l'aurait pas deviné, Baume, Fargues, Prégnac et enfin Barsac, dernier village ayant aussi eu le droit à son appellation. Toute la magie de ces très grands vins liquoreux provient du Botrytis cinerea, un champignon qui se développe grâce au microclimat unique de la région, fait d'alternance de brumes matinales fraîches et d'après-midi clairs et ensoleillés, qui permettront une avancée douce et progressive du Botrytis cinerea sur les grappes de raisins blancs que sont principalement le sémillon et le sauvignon blanc. Et cette alternance entre brume matinale et soleil est notamment rendue possible grâce à la rencontre entre le Ciron, une rivière aux eaux plutôt fraîches, et la Garonne aux eaux plus chaudes. La botrytisation des grappes repose donc, vous l'aurez compris, sur un fragile écosystème. Et pour couronner le tout, sachez que les vendanges tardives et automnales de Sauternes sont réalisées selon la technique dite des tris successifs, visant à ne garder à chaque passage que les plus beaux raisins botrytisés, process sublimé par une certaine Françoise Joséphine de Sauvage d'Ikem, dont on reparlera peut-être dans cet épisode. Cependant, cette sélection impitoyable, combinée au développement parfois hasardeux du botrytis, font que les rendements sont ridiculement faibles. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les plus grands domaines, un pied de vigne donne souvent naissance à un verre de Sauternes. La palme revenant au château Climens, qui, certaines très mauvaises années, ne produisait que du 7 hectolitres à l'hectare, soit 700 litres. Un peu plus de 900 bouteilles si vous préférez. C'est peu. Très peu. Le Sauternes est donc un vin rare par nature et que le classement de 1855, un classement un brin désuet à mon sens, mais qui aujourd'hui reste encore un argument d'autorité fort de notre industrie, viendra sacraliser. Puisque c'est pas moins de 27 crus, 27 châteaux si vous préférez, qui seront récompensés entre les rangs de 2e cru, de 1er cru, et un seul eut le suprême et unique honneur de se voir affublé de la notion de 1er cru supérieur. Ikem. Pardon, château d'Ikem. Pourquoi ? Eh bien, si l'histoire vous intéresse, je vous laisse là encore vous reporter à mon épisode éponyme. Mais après cette vidéo, s'il vous plaît, parce que sinon vous allez me niquer mon watch time. Mais, malgré sa rareté et les honneurs passés qu'il a pu connaître, si cette chaîne était née en 1903, personne n'aurait été scandalisé que juste déclarer qu'Ikem était le domaine le plus iconique au monde. Le fait est que les vins de la région en ont quand même bien chié ces dernières années. Au point même qu'en octobre 2016, le ministère de l'Agriculture sortait un document sobrement nommé « Projet d'un plan pour les vins du Sauternes » et dont les 2 premières lignes du rapport donnaient clairement le tempo, puisqu'évoquant la saisie d'une mission concernant la crise du vignoble des vins doux de la Gironde. Alors, cette décroissance et le désintérêt des consommateurs pour ces supposés trésors du patrimoine viticole français sont-ils mérités? La réputation des grands crus classés de Sauternes est-elle justifiée ou est-ce un brin de l'esbrouf? Eh bien c'est ce que nous allons tenter de voir pour ce tout nouvel épisode et je suis heureux d'être accompagné de nouveau avec le mirifique, le magnifique, l'iconique Monsieur Maxime Agostini. L'imitable et incroyable Maxime Agostini, merci à vous. Bonjour, bienvenue, nous sommes ici à la cave Agostini à Marseille, dans le 4e arrondissement, au 7 avenue Maréchal Foch. Je vous y accueille tous les jours du mardi au dimanche. Alors mon bon Loïc, qu'est-ce qu'on vient faire? Qu'est-ce que tu es venu faire ici?
Eh ben, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, donc, bon, comme tu as pu le voir avec la magnifique petite introduction que j'ai préparée, on va déguster des grands crus de Sauternes. Tout à fait. Beaucoup issus du classement de 1855, que tu connais forcément, puisque, Par cœur. comme on en parlait avant dans le tout premier épisode, on a fait nos études ensemble à Bordeaux, donc c'est Tout quelque à chose fait. qui nous parle. Mais est-ce que toi, Sauternes, la région, les vins, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Et quel est ton rapport, tout simplement, avec Sauternes? Les vins de Sauternes, bien évidemment que ça me parle, de manière peut-être un petit peu lointaine, je dois admettre. Ce sont des vins que j'ai souvent bu quand j'étais plus jeune et quand j'ai commencé à entrer dans le vin, où c'est généralement, je pense pour beaucoup de gens, des vins que l'on boit quand on commence le vin. Donc bien parce que c'est sucré, c'est facile d'accès et donc oui, ça me remonte un peu à des souvenirs anciens. Eh ben, c'est marrant ce que tu dis sur le côté, ça fait partie des premiers vins auxquels on s'intéresse quand on se met à la dégustation. Je suis entièrement d'accord avec toi. Connaître son goût en termes d'aliments, c'est quelque chose qu'on fait depuis que c'est inné, on le fait depuis qu'on est enfant. Par contre, le vin, forcément, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Or, le fait est que quand on commence au début, on va forcément sur des saveurs qu'on va connaître et notamment la sensation sucrée. Et c'est là où je te rejoins, c'est que moi aussi, quand j'ai commencé à m'intéresser au vin, très souvent, j'ai commencé avec des moelleux, avec des liquoreux. Quand on est arrivé à Bordeaux, donc 2015, j'avais un peu l'image du Sauternier, tu vois, le vin de grand-mère, le truc sucré. C'est exactement ça, un peu lourd, un peu lourdeau, voilà, pas très fin forcément, mais très sucré, très bon et voilà, très gourmand comme on dit aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que c'était une connerie monumentale en fait. En vieillissant, quand on allait sur les grands Sauternes, il y avait un espèce d'équilibre, de fraîcheur, quelque chose d'assez grandiose. Et je pense que c'est d'autant plus complexe que ce qu'il n'y paraît, que ce qu'on peut découvrir dans nos premières dégustations quand on est plus jeune et qu'on n'a pas forcément le palais très affiné. Et j'ai hâte de découvrir un peu sur des vieux millésimes ce que ça peut donner. Honnêtement, je suis hypé de fou. Ouais, un peu aussi, j'avoue. Millésime 90. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'en goûter des Sauternes? Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu en sais un peu de ce millésime? Alors, millésime 90, très joli millésime, même très grand millésime sur le Sauternais. Non, je n'ai pas eu l'occasion de goûter ce millésime dans le Sauternais, ni même ailleurs, je crois. Il y a eu une très grande trilogie de millésimes à Sauternes qui est 88, 89, 90. Et pour rien vous cacher, à la base, je m'étais dit, si on faisait millésime 88, parce que pour ne rien te cacher, il se peut que ça soit l'année de naissance d'une légende du vin, mais j'ai eu l'occasion de déguster il n'y a pas longtemps un 88 en Barsac. Et un peu déçu, tu vois. Ouais, c'était c'était pourtant sur un deuxième cru classé de Sauternes, dont je ne dirais pas le nom. Tu lâches pas le blaze? Non, du coup j'ai dit, bon, on va jouer la sécurité, on va partir sur le millésime iconique de Sauternes qui est 90. Et effectivement, tu vois, j'étais sur le site d'Yquem il n'y a pas longtemps. Ils expliquaient justement le millésime parfait, en fait. Que ce soit au niveau de la floraison, au niveau de l'été, des grosses chaleurs, mais quelques orages pour garder un peu de fraîcheur. Vendange record, ça s'est fait en seulement 4 tris. Un premier tri, après le premier tri, quelques orages qui ont relancé le botrytis. Deuxième tri, encore des orages qui ont relancé un peu le botrytis. Troisième, quatrième, ça a été plié. L'alignement des planètes parfait, mais c'est ça. Vraiment, de la qualité, de la quantité sur les raisins, c'est magnifique quoi. Et ils n'avaient jamais eu une telle quantité, jamais fait aussi rapidement, et c'est resté dans la trilogie 88, 89, 90, le millésime qui est réputé pour être le plus démonstratif, le plus dans l'opulence. Et ouais, je suis hypé de fou. On va goûter ça aujourd'hui? On va goûter ça, on va en goûter 4. Incroyable. L'idée à la base c'est de faire 3 vins, parce que si on fait 4, j'ai peur que ça puisse être un peu long en termes de format. Mais comme la dernière fois, on a eu un petit souci de bouchon sur la fleur, je suis parti sur l'idée de prendre une bouteille en backup au cas où. Donc il y a 4 vins qui ont été sélectionnés, il y a le château Guiraud, il y a le château Climins, il y a le château de Fargues, et évidemment le clou du spectacle, le château d'Yquem. Avant de nous lancer dans la dégustation, je suis malheureusement obligé de refaire un petit tour par la loi E20, quelque chose qui m'a été reproché déjà la dernière fois, mais dont je suis obligé de vous parler, puisque vous le savez, dans le pays du vin, on a une loi qui nous empêche de montrer certaines images, comme par exemple le fait de trinquer. Le fait de boire du vin, ça peut être considéré comme de l'incitation à l'alcoolisation, et voilà, donc c'est absolument interdit. On n'a pas le droit non plus d'avoir une émotion devant une bouteille de vin. Les talibans restreignent toujours plus les libertés. Je n'ai jamais eu d'émotion devant le vin. Et tant mieux, sinon à quoi ça servirait? Et voilà. Et pris dans ma diatribe contre la loi E20 qui ne me plaît pas sous de nombreux aspects, j'ai oublié de vous rappeler le plus important, qui est que, tout aussi bon que soit le vin, il contient de l'alcool, que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il doit être donc consommé avec la plus grande démodération. Buvez moins, mais buvez mieux. Écoute, sinon pour le reste, je te propose d'attaquer avec le château Guiraud.
Alors, Maxime, Oui. Châteauguiraud, est-ce que ça te parle? Châteauguiraud, ça me parle, j'ai des anecdotes personnelles à raconter, mais que peut-être je ne raconterai pas. Mais porte-les! Porte-les un peu devant tout le monde, là! Mais Châteauguiraud, un château du Sauternais qui a notamment une des particularités, c'est d'être en bio. Oui, ça a été le tout premier des grands crus classés en 1855, tout confondu rouge et blanc, à être passé en agriculture biologique, effectivement, en 2011, de souvenir. Et donc c'est un château que j'ai déjà goûté plusieurs fois sur des millésimes beaucoup plus récents. Okay. Ça m'a toujours plu. Donc je suis très curieux de goûter sur 1990. Et oui, avec la question subsidiaire de pourquoi des dauphins sur la collerette de Guiraud. Ça, je n'en ai absolument aucune idée. Par contre, je suppose que tu connais l'anecdote de pourquoi l'étiquette est noire sur Châteauguiraud. Vas-y, éclaire-moi. Oh, Éclaire-moi. C'est bien, c'est trop gentil de me laisser les honneurs. En fait, ce qu'il faut savoir au niveau du Châteauguiraud, c'est que à l'époque, dans le Sauternais, la plupart des grands châteaux étaient tenus par des familles qui étaient catholiques et royalistes. Or, il se trouve que la famille Guiraud, quand ils ont acheté, c'était un peu avant la Révolution, je crois 1764, quelque chose comme ça. Et eux, ils étaient protestants et républicains. Ah oui. Et juste pour faire chier tous leurs voisins, et j'adore ce genre d'anecdote, ils se sont dit, rien que pour vous faire chier, eh ben, on va mettre des étiquettes en noir pour marquer notre différence. Tu vois, c'est bien, ils sont taquins. J'aime beaucoup ce côté taquin. J'aime bien ces joueurs, Ça fait un peu des proches. Pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui. Et j'adore justement cette mentalité de se dire, bah, on va pas faire comme nos voisins, et pour montrer notre singularité et notre différence, on va faire ça. Quelle suffisance! Quand même une propriété assez importante, voisine d'Yquem d'ailleurs, tout à à 95 hectares, l'ensemble de l'AOP Sauternes et Barsac, ça représente 1900 hectares. Ça veut dire que rien qu'à eux seuls, ils ont quasiment 5% de l'ensemble de l'appellation. C'est énorme, effectivement. Ouais. Dans les grandes particularités de Guiraud, c'est que très souvent les encépagements, c'est souvent des mix avec du sémillon qui est toujours prédominant et du sauvignon blanc. Or, il se trouve que là, c'est l'un des châteaux où la part de sauvignon blanc est la plus importante puisqu'on est autour des 35%. Ah oui. C'est quand même assez important parce que souvent c'est du 80-20, 90-10. 25-75. Tu vois la couleur, on dirait comme dans Jurassic Park quand ils sont avec l'ambre et le moustique au milieu. Oh là 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 là. Ouais, on pourrait penser même à un whisky, à un vieux rhum. C'est d'une beauté. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Abricot rôti, du miel, on retrouve ça, ce côté un peu floral aussi. Ouais, c'est vrai, il y a un côté... effectivement, alors je suis d'accord avec toi, le miel, l'abricot rôti, mais une petite trame florale, tu vois, malgré tout derrière. Mais c'est super parce que ça apporte quelque chose d'un peu plus léger par rapport à l'abricot rôti qui est quand même assez opulent, on va dire, assez riche. Le côté safrané auquel je m'attendais sur un vieux millésime, pour l'instant, je ne l'ai pas. Peut-être en bouche. Non, pas trop encore pour l'instant. Moi, je suis vraiment sur le registre des fruits exotiques pour l'instant. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est très bon, oui, c'est très bon, effectivement. Mais par contre, tu vois, je suis assez impressionné, ça a quand même de l'opulence. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus, j'exagère clairement sur le terme, pâteux, liquoreux. Ouais. Finalement, il y a une certaine légèreté. Il y a de la fraîcheur. Le vin est servi à 13 degrés à peu près. Le site d'Yquem mettait dessus 9 degrés pour les vins jeunes, 12 pour les anciens. Donc là, on est quasiment à la bonne température, peut-être 1 degré en moins, mais on est dans des conditions optimales. J'avais peur sirupeux, voilà, c'est le terme. Sirupeux, ok. Sirupeux, et finalement, alors bien sûr, il y a quand même un peu de côté sirupeux. Bien sûr, c'est sucré. Alors je pense qu'on a combien en sucre résiduel? On est à 180, peut-être même plus. Alors ça, je vais pas te mentir. J'ai pas vérifié. Hein, autant j'ai bien pensé à noter le prix des vins, autant j'ai pas pensé à... 1 gramme de sucre, 1 euro peut-être, je sais pas. Des notes un peu de sirop d'érable aussi, tu vois. Je sais pas si c'est parce que tu as parlé du côté sirupeux, mais tu vois, c'est toujours ces registres un peu là. La couleur aussi, je pense, nous influence un peu. Le côté caramel qui revient en finale, limite c'est ça qui me dérangerait un peu, que je l'ai au fond de la bouche. Mais après, bon, forcément, on est sur un Sauterne, on va avoir du sucre. On parlera peut-être un peu plus tard, mais on peut faire tellement d'accord avec les Sauternes. Tout le monde pense évidemment aux fameux accords avec le foie gras, et pourtant, en termes d'accords, on peut tenter ça sur la nourriture asiatique, sur le sucré salé, ça cartonne, sur les fromages bleus. Sur les fromages bleus à pâte persillée, là, que ça soit du roquefort ou quoi, même du gorgonzola, why not? Ouais, bah oui, c'est toujours gorgonzola, du comté, les vieux comtés aussi, ça, j'ai jamais essayé. Peu puissant, je pense que ça marche très bien. Si par exemple un midi tu fais un homard à la vanille, par exemple, tu vois le petit truc classique. Ouais, j'en fais souvent le midi, tu t'ouvres un petit Sauterne 90. Quelques minutes plus tard... Là, on rouvre 1 heure après, tu as mis le nez dedans. Qu'est-ce que ça t'inspire, Maxime? Ça a un peu changé. Ça a un peu changé, effectivement. Tout à l'heure, on était vraiment sur ce côté très opulent, abricot rôti.
On le retrouve, mais il y a autre chose, hein, quelque chose un petit peu plus frais. Je trouve de l'agrume, de le côté orange, Ouais. orange qui ressort, mais qui donne un autre équilibre. Limite un peu orange sanguine, je trouve. Au niveau de la bouche, je trouve que la sucrosité est très enveloppante, mais Voilà. peut-être un peu trop prégnante. Ouais. Et c'est peut-être un peu trop, à mon goût, un peu trop massif. Mais, Voilà. ça n'engage que mon humble petite personne. Eh ben, on est de retour pour déguster le Château Climins. Et toi, clairement, tu m'as dit hier que c'est celui qui te a hypé le plus. Clairement. Et Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est un Barsac. Et Barsac, c'est ce que j'aime. Honnêtement, pour revenir sur mon expérience sur les sauternes, ces dernières années, j'ai plus apprécié des Barsacs. Ouais. Pas forcément de chez Climins, mais parce que les Barsacs sont toujours plus frais. Je trouve que le terroir n'est pas exactement le même que sur le Sauternais. C'est le village le plus au nord déjà des 5 villages sur lesquels on peut faire l'appellation Sauterne. Tout à fait. Et puis surtout, on est sur des sols calcaires. Exactement. Et ça va apporter quelque chose de plus frais que les sols argilo-graveleux. Graveleux que l'on va Graveleux, retrouver sur d'autres endroits comme Oui. Yquem. Effectivement, Château Climins qui a appartenu ces 50 dernières années, la famille Lurton, ça a été racheté dans les années 70 par Monsieur Lurton qui l'a transmis à sa fille Bérénice, qui était à la tête de Climins pendant presque 30 ans. Que j'avais eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer sur le salon. Sympathique. Dame très sympathique, les pieds sur terre. Et il faut savoir que c'est un vignoble d'un seul tenant d'à peu près une trentaine d'hectares, si je me souviens bien, justement, à Barsac. Et c'est vrai que moi, j'en parlais déjà sur l'épisode d'Yquem. Ces sols calcaires font qu'en termes de finesse, tu as pas mal de critiques vins qui disent que ça peut atteindre la finesse et la noblesse d'Yquem. Donc c'est quand même... Ça ne m'étonnerait pas. En primeur, il y a quelques années, j'avais pu goûter des sauternes et des Barsacs. Et moi, je trouvais que les Barsacs vraiment se détachaient par leur fraîcheur, leur éclat, que n'avaient pas les sauternes jeunes qui justement étaient vraiment sur sur le côté l'opulence, peut-être. très opulent. 100% sémillon aussi, Oui, aussi, ça il ouais. faut le dire, et c'est assez rare au final. Il y a quelques châteaux comme Suduiro, qui fait aussi en 100% sémillon, mais souvent, comme je disais, c'est des assemblages avec du sémillon et du sauvignon. Et il faut savoir, il y a seulement 2 crus à Barsac qui sont classés en premier cru. C'est le Château Coutet et donc le Château Climins qui... Moi, fait partie effectivement de mes petits chouchous et c'est pour ça que j'étais très content de l'amener à la dégustation. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Est-ce que la fraîcheur des terroirs de Barsac va se ressentir au niveau de la dégustation ? Écoute, moi je suis team Coutet. Hein. J'avoue que quand je C'est parlais, très bon, moi Coutet. c'est Coutet que je place vraiment haut dans mon cœur et dans mon estime. Et honnêtement, ce côté orange confit, abricot confit, qu'on avait tout à l'heure, il est beaucoup moins présent. Bien sûr, qu'on sent qu'il y a du sucre, mais il y a quelque chose de plus vif, de plus frais qui est... Le côté floral, moi, tu vois, que j'ai vraiment, tu vois, et je m'attendais pas forcément à trouver un côté hyper floral sur des vins qui ont quand même 35 ans. Justement, je pensais qu'on allait plus jouer dans le registre de la pâte de fruits, de l'ananas rôti. Mais là, il y a vraiment un côté hyper floral, avec quand même toujours derrière cette trame vieux sauterne, c'est-à-dire miel, justement, tu vois, on peut pas, c'est normal, hein, on peut pas y échapper, surtout sur une année de telle concentration. Mais ce qui m'impressionne vraiment au premier nez, c'est ce côté fraîcheur au niveau du vin. Oh putain. Vas-y, je t'en prie. Le safran. Ah ouais ? Là, on y est. On est dans le safran. C'est génial. J'adore. J'adore. Je le dis de suite. J'adore. J'adore ce côté-là en bouche. On le retrouve vraiment bien. Tu veux voir la rétro-olfaction. Ce qu'on avait, ce côté caramel, toffee dont tu me parlais, est beaucoup moins présent. Mais là, rétro-olfaction, tu vas voir le safran qui revient. J'adore. Je trouve ça magnifique. It's gonna be legend. Wait for it. Ah, ça me plaît beaucoup. Ouais, je suis content. Je suis content parce que j'avais beaucoup d'attentes sur Climins Eh ben j'ai plus, tu vois, moi, le pain d'épices. Ah ouais ? Ouais, j'ai plus... Ah si, là, ça arrive. Wait for it. Ça a mis un peu de temps, justement, mais j'avais plus au début le pain d'épices et malgré tout le fruit exotique un peu sirupeux. Mais je comprends... Oui, oh putain, il est là. Ah, Dairy. Legendary. C'est superbe. Et puis longueur, ça dure. Hein. Et effectivement, ouais, ce safran qui arrive, pas tout de suite. Pas de suite, mais après d'un 20 coup, t'as secondes... une vague de safran d'épices, c'est merveilleux. Ah ouais, je trouve safrané, épicé avec une espèce de fraîcheur, beaucoup moins sur la concentration que ce qu'on avait avant sur le gyro.
avec une fraîcheur, mais putain, ça reste encore en bouche, là, c'est vraiment, ça, c'est la paella, quoi. Mais exactement, La paella. c'est exactement la paella, j'ai pensé à ça. Est-ce que ça serait pas un bon accord mets et vin avec une paella? Mais je tente, tu vois, je te dis, c'est des vins, moi, je trouve, ça me fait chier qu'ils soient aussi sous-cotés, parce qu'il y a tellement d'accords qu'on peut faire là-dessus. Alors, mais clairement, sur une paella avec un peu épicé, forcément, tu peux avoir joué sur le côté sucré, safrané. Bon, alors en termes de sucre, de diète, bon, on oublie, hein, c'est sûr Oui, que c'est pas terrible, mais vraiment, je suis bluffé. Vraiment, je suis bluffé. Cette fraîcheur qu'on retrouve, Guiraud était très gourmand, vraiment sur la gourmandise, le côté, comme on dit, sur l'abricot sorti du four, c'est très bon. Et je le disais que je critiquais un peu ce côté-là, ben là, on l'a pas du tout. C'est vraiment beaucoup plus léger. Magnifique, magnifique. Est-ce que tu mettrais 130 € dans une bouteille comme ça? Sachant que c'est un vin qui a 35 ans, que c'est des vins d'une occasion, effectivement, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est pas des vins qu'on boit tous les jours, je mets les 130 €. Ouais. Ok, bien sûr, c'est pas des sommes, c'est des sommes énormes pour du vin. Bien sûr. On en est tous conscients. C'est toujours subjectif, bien sûr, la valeur du vin, mais honnêtement, je suis prêt à les mettre. Voilà. C'est comme ça que je le tournerai. Je les ai déjà mis, et là, pour le coup, je regrette pas. J'ai dépensé sans compter. Parce que, déjà, c'est des vins qui, en termes de rendement, c'est ce que je disais aussi dans l'introduction, exactement. Un pied de vigne égale un verre. Donc c'est souvent des produits qui sont vendus à perte parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans leur coût. Et tu vois, autant mettre 4 chiffres pour un Pétrus où il y a eu du 35 hecto à l'hectare, où les mecs ils en sortent 100 000 bouteilles à l'année, ouais, là ça me picote le trou du caca, pour le dire de manière polie. Alors comme ça, t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Autant là, bah tu vois, franchement, quand tu connais les rendements, les faits que certaines années ils ne sortent pas de vin, bah on en parlera avec Ikem, mais par exemple, les années maudites. Sur les années maudites, ouais. Bah moi oui. Bah franchement je m'incline, c'est le respect total hein, pour cette bouteille de Climens 1990. C'est... Buvez du Sauterne. Flashback. Château de Fargue. Il vient d'où? Tu l'as acheté où celui-là? Je l'ai acheté sur qui est l'ancien site où j'ai fait mon tout premier stage quand je suis arrivé à Paris et où ils me reprochaient d'aller trop souvent aux toilettes. Voilà. Ouais, parce que je buvais trop de café aussi, donc... Je tiens à dire que tu as fini le papier, le PQ ici, donc il y a peut-être un fond de vérité. Il va falloir se remettre en question. C'était vraiment très intéressant. Maxime, cette bouteille du Château de Fargue 1990, si on regarde bien au niveau des étiquettes, c'est l'un des seuls qui n'est pas classé dans les crus de 1855. Est-ce que tu sais pourquoi? Eh bien écoute mon cher Loïc, oui je le sais, mais vu que tout est scripté, bah, tu vas m'expliquer pourquoi. Eh bien tant mieux, parce que j'ai plein de trucs à dire sur le Château de Fargue et c'est une histoire absolument incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Château de Fargue, à la base, c'était une propriété qui a été faite par un pape au XIVe, si je me souviens bien. Et le château est finalement revenu ensuite à la famille Lursalus. Or, la famille Lursalus est une famille qui est quand même plutôt connue dans la région, puisqu'une certaine Joséphine de Sauvage d'Yquem était l'épouse d'un certain Louis-Amédée de Lursalus. Et en fait, c'est d'ailleurs comme ça que le château d'Yquem est rentré dans la famille Lursalus. La famille Lursalus, c'est une famille qui était super puissante. Ils avaient des forges, les forges d'Urza, si je me souviens bien, ils avaient des hôtels particuliers, des domaines, etc. Les forges d'Urza, il me semble que c'est dans les cartes Magic. Hein. Ah, il y a des vedettes Mais oui, mais d'Urza, pardon. Oui, Urza, c'est les cartes Magic. Urza, c'est les cartes magiques, effectivement. Merci, merci les amateurs de Magic. Oh, la geekerie. C'est trop bien. L'Odyssée d'Urza, ça, c'était des sets de fous furieux. Ah, mais c'est génial, Magic, c'est génial. Mais bon, c'est un autre débat. Et du coup, c'était les forges d'Uza, effectivement, et non pas d'Urza. Et donc, ils avaient des hôtels particuliers, etc. Ouais. Et en fait, le château de Fargue, ça leur servait un peu d'arrière-base, c'est-à-dire qu'ils y produisaient du lait, des fruits, du bois de chauffage, qu'ils pouvaient ensuite envoyer à toutes leurs autres propriétés. Et ils y produisaient aussi du vin rouge. Sauterne, c'est niché dans la région des Graves. Donc il y a l'appellation Grave, qui d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens de nos cours, mais c'est l'une des 2 seules appellations en France qui n'est pas en rapport avec un lieu géographique. C'est le type de sol, les Graves. Tu as aussi l'appellation Pessac, Léognan, qui aujourd'hui est un peu l'appellation iconique des Graves, où on produit un peu de blanc, mais on produit quand même beaucoup de rouge. Beaucoup des rouges. Voilà. Donc ils produisaient du rouge, mais ils trouvaient que c'était un vin plutôt ordinaire. Et du coup, en 1922, Bertrand de Lursalus s'est dit, bon, bah, c'est quand même dommage, on fait un vin assez ordinaire, on sait quand même faire des super blancs à Yquem, donc on va arracher le vignoble et on va planter du blanc.
C'est ce qu'ils ont fait, mais le temps d'arracher, le temps de restructurer. Les jeunes vignes, en général, ça met entre 3 et 5 ans pour pouvoir vraiment commencer à donner leur potentiel. Fin des années 30, début des années 40, il y a eu quelques trucs qui se sont passés dans le Bordelais qui font qu'in fine, la première vendange du château de Fargues n'a été réalisée qu'en 1943 et ce millésime 43 a été embouteillé en 47. D'accord. Donc un peu compliqué de venir 100 ans plus tard et de réclamer la révision du classement de 1855. Et puis, la famille Lursalus, ils s'en foutaient. Est-ce que voilà, en ont-ils vraiment besoin? Ils avaient déjà Yquem. Oui, voilà. Ils avaient déjà Yquem qui était le seul, unique premier cru classé supérieur. Donc Fargues, ils le gardaient en arrière-basse, c'était un peu leur petit joyau, et voilà. Et ça, c'est jusqu'à ce qu'on arrive en 1996. Et que se passe-t-il en 1996? Et en 1996, il se passe que le château d'Yquem est possédé par 2 frangins, Eugène de Lursalus et Alexandre de Lursalus. Les 2 frangins s'entendaient pas des masses, apparemment. Et un certain Bernard Arnault, je ne sais pas si tu connais, un petit banquier d'affaires. Petit mec qui va percer, je pense. Je lui souhaite en tout cas. Je lui souhaite d'ouvrir le genre de quille qu'on ouvre aujourd'hui. Et du coup, il a racheté les parts d'une 40aine de membres de la famille Lursalus, plus celle d'Eugène, et ça fait que, alors, les sources diffèrent un peu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a acheté plus de 50% des parts. Alexandre de Lursalus, quand il a appris ça, il était un peu salé, on va dire. Salé. Il a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux en référé afin de faire annuler la vente. Et la procédure a donc été annulée. Malheureusement, en fait, il a réussi à gagner du temps puisque la vente a finalement été conclue en 99. Le tribunal a dit que oui, c'était bien LVMH et Bernard Arnault qui étaient propriétaires du château. Ça s'est mis des bastos entre les frangins, ça s'est mis des bastos avec Bernard Arnault. Et finalement, ils ont quand même dit à Alexandre de Lursalus: on est propriétaire de tes terres, mais on est sympa, on te laisse à la direction générale. Apparemment, des échos de la presse et que j'ai eu en interne aussi, ça a été 5 années où c'était un peu chaud entre les différents partis. Et finalement, en 2004, un brin là et aussi bien poussé vers la sortie par LVMH, Alexandre de Lursalus a quitté Yquem, mais ils ont gardé Fargues et en se mettant en tête de faire de Fargues le concurrent d'Yquem. En 90, c'était vinifié par Yquem, Fargues et Yquem. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme on peut voir sur l'étiquette, qu'on retrouve la couronne, on retrouve marqué Lursalus. Il y a une vraie parenté entre Yquem et Château de Fargues. Donc, Voilà. Désolé d'avoir tenu le crachoir, mais c'est une histoire que je trouve tellement fabuleuse que je voulais la raconter. Il fallait que ça sorte. C'est donc pour cela que cela ne fait pas partie des crus classés, puisque ils faisaient même pas du vin blanc à l'époque, ils faisaient que des rouges, et que aujourd'hui, malgré tout, du fait de l'historique de la famille Lursalus. Donc très grosse réputation quand même sur le château de Fargues. Très grosse réputation. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel guide, ils te disent que c'est Béthane de Sauve 5 sur 5, RVF 3 étoiles sur 4. Mais c'est marrant parce que généralement, le nom d'Yquem parle à quand même beaucoup de gens, même des gens qui ne sont pas nécessairement amateurs de vin. Yquem, globalement, c'est vrai que ça parle beaucoup. Fargues qui peut se targuer d'avoir une histoire commune avec Yquem et avec des gens qui ont travaillé littéralement chez Yquem et qui ont possédé Yquem, Fargues est finalement, mis à part les amateurs, les gens ne connaissent pas trop. Le grand public ne connaît pas vraiment. Est-ce que ça vaut le coup de faire découvrir ça à tout le monde? Oui, certainement, j'imagine. Je l'espère. Je l'espère. Et dernière anecdote, attention à ne pas tomber de ta chaise, mais le château de Fargues est situé dans le village de Fargues. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. 240 € cette bouteille, je crois, je l'ai payée. Attends, que je regarde mes petites notes. L'argent, la thune. Je possède des thunes. On retrouve des... On repart à Sauternes. Ouais, on repart sur le Sauternais. C'est évident. Mais ça garde quand même, tu vois, moins dans la démonstrativité qu'un Guiraud, par exemple. Tu vois, Guiraud avait plus ce côté un peu sirupeux. Là, tout premier né, j'ai vraiment là une orange confite. De la date un peu, tu vois. Ouais, on revient dans un registre tout de suite plus massif, plus tout simplement. Ouais, des petites rétro-olfactions toffee, démonstrativité, plus les fruits exotiques un peu sirupeux. Le safran est là, mais moins prononcé, je trouve. Mais il est là, il est là aussi. Effectivement, il y a une petite pointe. Épicée, safranée, légère. Mais effectivement, on retrouve ce côté un peu plus opulent, un petit peu plus démonstratif du Sauternais qu'on n'avait pas sur Climens. Oh, c'est très bon, bien évidemment, c'est très bon. Mais après Climens, tu vois, je me dis, là, j'aimerais bien l'accompagner avec quelque chose à manger. Autant Climens, je le ferai
Je vais pas dire que je le ferai en apéro, mais tu vois, il se suffit presque à lui-même plus de fraîcheur. Là, j'ai quand même envie de l'accompagner quelque chose, quoi, tu vois. Ouais, on retourne vraiment sur un... Je me répète un peu, mais c'est vrai qu'on retourne sur ce profil un peu plus puissant, un peu plus concentré, je trouve. Perso, ça me plaît un peu moins. Je comprends. C'est très bon, objectivement, c'est très bon. Moi, ça me plaît beaucoup pour le coup, tu vois. plaît, Ouais, vraiment, ces notes un peu toffee. Mais il y a des notes un petit peu d'amandes grillées aussi qui remontent et qui ressortent. C'est démonstratif, même si, j'aimerais quand même avoir quelque chose un peu pour l'accompagner et pour déguster. Une rondeur et en même temps de la droiture, une certaine acidité, tu vois, c'est assez flatteur. C'est dans un style différent, effectivement, mais ça me sauce. Ah, ça me sauce aussi, hein, attention, hein, je suis ravi de boire ce vin. Eh ben écoute, on a fait le petit frère, je te propose de faire le grand frère avec le clou du spectacle, ah bah oui. Le château d'Yquem. Ah bah voilà, on y est, le monstre sacré de Sauternes, le seul et unique premier grand cru classé supérieur sur le mythique millésime 1990. Maxime, Yquem, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de goûter et est-ce que c'est un domaine qui te parle? Ah bon, c'est un domaine qui parle à tout le monde. De toute façon, je pense que ça, c'est de notoriété publique. Yquem est considéré comme le plus grand Sauterne de tous. Le plus grand liquoreux du monde, on peut le dire. J'ai déjà eu l'occasion de boire du Yquem, oui, dans sa jeunesse. Et aussi des Yquem qui n'étaient pas forcément des Yquem, mais qui en fait en étaient. C'est que sur certains millésimes, quand le château d'Yquem estime que la qualité des raisins n'est pas au rendez-vous, il décide de ne pas sortir de vin. Donc c'est les années 1952, 1972, 1992. Les années maudites en 12, c'est ce que tu disais. En 12, ouais, et 2012. Récemment, sauf que, en fait, en 2012, du vin est un peu sorti. Il y a eu quelques bouteilles qui ont été vendues aux employés d'LVMH. Et donc ça, j'avais eu l'occasion de goûter. Donc c'était une bouteille très sobre, avec écrit Sauterne, en reprenant exactement la même typo. Et juste écrit derrière sur une contre-étiquette Yquem en tout petit. Vraiment histoire de pas trop se mouiller, voilà, c'était pas supposé être représentatif du domaine. J'en ai quand même un très bon souvenir. J'avais 2 bouteilles, j'en ai cassé une. Yquem, je vais pas refaire tout le laïus dessus puisque j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais est-ce que c'est eux qui ont inventé le Botrytis cinerea? Non, puisque c'était déjà fait à Tokai, qu'on avait eu l'occasion de visiter. Tout à fait. Et en fait, c'est plutôt une pratique collective qui s'est développée en fait dans le Sauternes. Ce qui fait que vraiment Yquem est devenu Yquem, c'est notamment grâce à Françoise Joséphine de Sauvage d'Yquem, qui en fait, elle a instauré les codes de toute une région. C'est elle qui a mis au point les tris successifs, les différentes vendanges tardives. C'est elle qui a commencé à dire on fait une première passe, on fait une deuxième passe, troisième, quatrième. Des fois, ça va jusqu'à 10, 12 tris sélectifs. Elle a été la première à dire on va houiller nos barriques avec nos propres vins. Elle a créé les étiquettes. Elle a été la reine du réseautage. C'est elle notamment, du fait qu'elle avait ses entrées à la cour de Versailles, qui a permis de développer Yquem dans le monde entier. Voilà, ça a été le vin des tsars russes, ça a été le premier vin au Japon lors de l'ouverture par l'empereur Meiji. Ça a été l'un des tout premiers vins à arriver au pays du soleil levant. Je trouve ça un peu injuste, même si je sais que la famille Lursalus, ça s'est très mal passé avec LVMH sur la fin. Je trouve ça très injuste qu'elle ait le droit à ça sur le site internet d'Yquem, alors que c'est juste elle qui en a fait toute la légende. C'est honteux! Femme vigneronne, reine du marketing, entre guillemets, déjà à son époque, c'était extrêmement novateur. Oui, il y a tout pour en faire encore plus un mythe, quoi, en fait. C'est génial. Ah, ça c'est intéressant, c'est un peu différent. Et premier nez, hyper floral, et pas du tout dans l'opulence et la puissance comme on a pu avoir sur Fargoux-Guiraud. Beaucoup moins sur l'opulence. Non, bien sûr, c'est plus discret que les autres. Que Guiraud et que Fargue. Ça me rappelle un peu Climens, tu vois, là, pour le coup. Un charme peut-être un peu plus discret, mais en bouche, je suis persuadé que ça va exploser, que ça va être génial. Peut-être. Après, même, je t'avoue qu'on est. Ouais, moi j'ai les amandes fraîches. Amandes fraîches, florales, mais pas du tout le registre abricot rôti, tout ce qu'on a pu dire un peu avant, tu vois. Totalement. Je suis beaucoup plus sur quelque chose d'encore assez jeune. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a encore un potentiel de fou furieux? Mais ouais, je suis beaucoup plus dans les odeurs de col Cléopâtre un peu, tu vois. Ouais, le côté amande, effectivement. Ouais. Amande, col Cléopâtre, floral, mais j'ai pas trop ces expressions rôties.
d'ananas rôti, de tout ce qu'on a pu dire un peu précédemment. Et c'est vrai que je suis presque un peu déboussolé, parce que pour moi, Ikem, ça a toujours été un peu le monstre de puissance. Et là... En fait, c'est peut-être ça aussi la beauté d'Ikem. C'est que c'est pas un monstre de puissance, c'est juste tout en élégance, c'est quelque chose de... Le temps suspend son vol, quoi. Oh, temps suspend son vol. On la garde, s'il vous plaît. C'est ça, c'est tout en finesse, parce que c'est beaucoup plus discret. Bien sûr qu'on retrouve ce côté... orange. Moi, j'ai l'orange, là. L'orange un peu confite, mais pas... Confite à fond. Moi, je retrouve les notes un peu épicées, toujours un peu safranées, mais pas autant que sur Clemence, mais quand même, elles sont là. T'as de la fraîcheur. Ouais. T'as de la fraîcheur, t'as ce côté floral qu'on avait au beaucoup plus fraîcheur que matière. Ouais. Exactement, la matière est beaucoup plus fine et légère et élégante du coup je trouve que sur Giro et Farg. Surtout sur Giro. Je trouve que maintenant qu'on a un peu goûté les 80, je trouve que Giro était très gourmand entre guillemets. Oui, il y avait vraiment ce côté vin d'opulence et démonstratif. Très opulent, et c'était bon. Oui, là c'est un peu le meilleur des deux mondes. En fait, c'est très bon, c'est très très bon. Je suis presque un peu déçu. Là, première impression, je dois bien reconnaître que en termes de profondeur de nez, je suis un peu sur ma faim. Pas sur la bouche, c'est d'un super équilibre, je suis d'accord. Mais tu vois, même sur la bouche, j'aimerais un peu plus de longueur pour l'instant, tu vois. J'avoue, pour l'instant, je suis un peu un chouïa déçu. Je vais pas le mentir. Je comprends, et franchement, moi, des 80 dégustés, pour l'instant, c'est toujours Clemence qui est devant. Mercurochrome, le pincement des héros. Je persiste à penser que Clemence offrait une fraîcheur qu'on ne retrouve pas sur les autres vins. Alors, parce que Barsac, peut-être, mais on va pas commencer à cracher sur Pétrus. Les mecs les plus détestables d'Internet. Oui. J'ai eu plus d'émotions avec Clemence. Mercurochrome, le pincement des héros. C'est que je suis désolé, mais voilà. Je comprends. Et Farg, dans un style beaucoup plus opulent, m'a aussi plus séduit, mais bon, on va lui... Voilà. Et pourtant, j'avais beaucoup d'attentes sur Clemence, justement. Je voulais goûter des Barsac. Et en fait, Clemence... Chrome, le pincement. Bon, j'arrête de parler de Clemence. Chrome, le pincement. Ouais, ça m'a plu, ça m'a vraiment beaucoup plu. Quelques minutes plus tard... Retour sur le roi de Sauternes, Ikem, et tu me disais en off que... que c'est un profil vraiment à part. Ouais. Rien qu'on est déjà, on n'est pas du tout sur l'opulence de Giro. C'est discret, mais c'est pas exactement comme chez Clemence ou Farg. Farg était quand même... démonstratif. Démonstratif. C'est ce que... bouche de fraîcheur, quand même un peu de côté... Le côté sirupeux est plus développé que ce qu'on avait tout à l'heure. Mais un bel équilibre. Ouais, quand même. Mais je vais pas te mentir, j'ai pas l'émotion. Et ça fait mal. C'est très bon, c'est très bon. Moi, tu vois, je le préfère à Farg. Non, il n'y a pas la claque. Hein. Je veux pas chiquer, je veux pas mentir, je veux pas être là en faire des caisses sur quelque chose. Voilà, c'est beau, c'est bien fait, mais il me manque l'émotion. Ouais, pour moi, c'est quand même numéro 2 sur la dégustation. Ah ouais ? Ouais, pour moi, c'est numéro 2. Si tu devais classer, je suppose que tu ferais Clemence, Ikem, Farg et Giro. Et tu vois, moi, je pense que je mettrais un peu ex aequo Clemence et Farg, après Ikem, et bon, Giro, effectivement, qui pour moi était un peu trop démonstratif. Ouais. Mais ouais. Non, mais c'est la beauté du vin. C'est la beauté du vin. Non, c'est une bouteille qui te parle moins. Ouais, c'est ça. Peut-être ça parlera à beaucoup de monde, je pense, parce que c'est quand même un très joli vin. Ah, c'est un très joli vin. Et d'autres diront que c'est magnifique. Moi, c'est pas mon préféré de la dégustation, c'est mon second. Toi, clairement, tu le mets rétrograde en 3e position. Tu l'insultes. Non, j'exagère. Mais... Je le mettrais seulement en 2e cru classé 1855. Non, voilà. Merci. Non, oui, non, ouais, voilà, je vais pas mentir. Après avoir dégusté tout ça, si je te dis 465 €, est-ce que tu les mets là-dedans dans Ikem ? 465 €, c'est une somme. Ouais. C'est une somme qui n'est pas négligeable du tout. Non. Voilà. Il y a le côté étiquette. On en revient, on est chez Buveur d'étiquette. On est Buveur d'étiquette quand même, ne l'oublions pas. Buveur d'étiquette, 460 €, entre guillemets, pour une étiquette, c'est relativement pas trop cher. Pour une étiquette. Je suis d'accord. Pour un vin de 35 ans, avec les histoires de rendement de tout le tintouin, je suis d'accord. Pour le mythe que représente Ikem, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas trop cher. Oui, je sais qu'il y a des gens qui vont s'étouffer en entendant ça, voilà, et je comprends parfaitement. Et c'est normal que vous vous étouffiez, c'est normal. Mais après... Est-ce que tu les mets avec tes propres deniers ? Avec mes propres deniers, non. Je préfère investir dans plusieurs bouteilles de... Comme quel château, par exemple ? De Clemence, par exemple. Chrome, le
pincement. Plusieurs bouteilles de Climins au prix de... C'est ce que je disais à la conclusion de mon Ouais. épisode d'Ikem, c'est que pour le même prix d'un Ikem, je peux avoir 5 Climins. Bon bah voilà, le choix est vite fait. Alors grande conclusion de tout ça, après avoir pu déguster cette quadrilogie de Sauternes sur le millésime 90, qu'as-tu pensé de tout ça? Quelles sont tes impressions? Première réaction, c'est que le Sauterne c'est bon, il faut en boire. C'est vraiment, pourtant c'est un vignoble, bon tu l'as évoqué tout à l'heure, qui est peut-être un peu en train de redémarrer. Mais qui a vachement connu la crise. Exactement, qui a connu la crise. Question que je pense que tu vas me poser, c'est ton classement. Bon, je crois que mon classement là sur ces différents vins, il est évident, c'est que Climins pour moi était vraiment au-dessus. Très content moi d'avoir fait cette dégustation de Sauternes, j'étais hyper hypé et voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cet épisode. Si ça vous a plu, vous commencez à connaître les habituels like, commente, partage, abonne-toi. Vinstache reste aujourd'hui une petite chaîne de niche, mine de rien. Et voilà, on se donne pour essayer de faire les choses du mieux que l'on peut. Donc la meilleure des récompenses, c'est si vous pouvez partager nos épisodes et partager ce qu'on fait, et ça sera avec grand plaisir. Et voilà, à une prochaine. À une prochaine.